En découvrant l'initiative Spland, on pense aux gros titres de ces derniers mois, ces dernières années, à Inès Léraud, à Morgane Large de RKB, au Journal Breton sur France Culture, ou encore à l'enquête sur les algues vertes. C'est quoi, finalement, le point de départ de Spland? C'est un peu tout ça. Et puis c'est aussi, parmi du coup les membres fondateurs, je pense que chacun partageait dans son coin des envies de prendre son temps, des envies de creuser certains sujets et des envies de mener des enquêtes. Et donc, et qu'on se retrouvait dans notre pratique à rencontrer des difficultés pour le faire, parfois des difficultés simplement très pratiques, c'est-à-dire que quand on travaille dans la rédaction d'un média, eh ben, il y a un agenda à respecter, il y a des informations qui arrivent au quotidien qui font qu'on n'a pas forcément le temps de lever le nez du guidon et d'aller creuser certaines choses. Et donc Splend, il correspond aussi à cette envie d'aller creuser certaines choses et de prendre le temps de bien le faire. Comment ça s'est créé, Spland? En fait, Splend, ça s'est créé un petit peu par hasard. On se connaissait pas tous forcément les uns des autres, mais on avait tous ce même désir de créer autre chose. Chacun peut-être pour des motivations un petit peu différentes, où on a peut-être eu des déclics à des moments ou d'autres. Mais voilà, en fait, on avait tous un copain, une copine dans l'équipe de départ. Et puis après, voilà, chacun a réuni un peu les gens qui connaissaient. Et puis on s'est retrouvé une petite équipe à lancer cette histoire. L'équipe de départ et l'équipe actuelle, c'est la même. Il y a à l'heure actuelle un comité éditorial donc, composé de 5 journalistes et un conseil d'administration qui veille au grain aussi sur voilà, pour le fonctionnement de la structure, et donc là qui est composé de 3 personnes. Et donc c'est ce noyau dur voilà, qui va être probablement amené à se renforcer, mais pour le moment c'est ça. Avant de poursuivre, je vous propose qu'on définisse un peu les bornes de ce que c'est l'enquête ou l'investigation, parce que je ne suis pas sûre que ce soit si clair que ça pour tout le monde. Qu'est-ce qu'on entend par une enquête, une investigation? Une enquête, moi je ferai un peu le parallèle avec de la recherche. C'est-à-dire que quand, dans le fonctionnement classique d'une rédaction, d'un journal au quotidien, quand vous allez quelque part, vous savez précisément ce que vous allez chercher. Vous allez chercher l'interview de telle personne sur tel sujet précis. Vous allez couvrir une manifestation sur... voilà. Les choses sont balisées. Quand on fait de l'investigation, les choses sont pas aussi balisées comme dans la recherche. C'est-à-dire que parfois on va chercher des choses et puis on va en trouver d'autres, ou parfois on va rien trouver. Ça va être parfois des lanceurs d'alerte qui vont vous dire ah mais tiens mais moi j'ai travaillé là, j'ai entendu dire que j'ai vu tel document, j'ai su que, et donc à partir de là on va prendre le temps de creuser. Et effectivement, parfois on trouve rien, parfois ça débouche sur rien, et parfois ça débouche sur des choses intéressantes qui n'ont pas été révélées par ailleurs. Quand le lecteur, l'auditeur ou le spectateur, il reçoit l'enquête, il ne réalise pas toujours le temps et les moyens qui sont mis derrière pour produire cette enquête-là. Est-ce que vous pouvez nous donner un ordre d'idée un peu de ce que ça représente justement en termes de moyens, de temps, une enquête d'investigation? En termes de moyens et de temps, c'est là par exemple sur la prochaine enquête qui devrait sortir très prochainement, c'est une personne à mi-temps pendant 6 mois et puis quelques renforts à côté. Et encore là, c'est un fonctionnement assez modeste parce que justement en termes de financement pour le moment, on est un peu dans le flou. Mais voilà, Disclose, par exemple, qui est un peu notre modèle en termes de création et de fonctionnement. Voilà, c'est des enquêtes comme celle de Lactalis qui viennent de sortir. C'est 3 ou 4 journalistes à plein temps pendant 1 an. Euh, donc, euh, donc effectivement, c'est du gros travail.
Pour mener une enquête, on l'a compris, il faut avoir des reins solides, du temps, des moyens. Dans ce cas, on pense tout de suite aux poids lourds, on va dire, des médias régionaux, le Télégramme, le Ouest France, la presse quotidienne régionale, qui sont vraiment des grosses machines. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui que cette presse régionale, elle ne s'investisse pas sur des questions d'investigation, d'enquête? Nous, la démarche de Splend, elle est vraiment complémentaire effectivement de ce travail que fait la PQR. Et on espère même pouvoir nouer des partenariats avec elle. Je crois que ce qui explique ça, c'est essentiellement des contraintes budgétaires, parce que l'enquête, c'est justement, voilà, comme de la recherche, on investit de l'argent, mais c'est forcément à perte. C'est forcément à perte, c'est-à-dire que une enquête ne peut pas être rentable financièrement parlant. Donc forcément, pour un journal, quand on connaît la situation actuelle de la presse, c'est d'autant plus compliqué de mettre des moyens là-dedans. Il y a des envies aussi, des lignes éditoriales qui font qu'on peut se dire, nous, c'est vraiment notre ligne éditoriale, de se dire, voilà, on fait de l'enquête, on prend notre temps et on y va, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas des fois des formes aussi, au-delà de la question de la rentabilité financière, des formes d'autocensure sur certains sujets? Oui, probablement, censure, autocensure. Effectivement, quand on est dans certaines rédactions et que vous recevez des publicités de telle ou telle entreprise, c'est peut-être plus délicat d'aller aussi creuser dans ce terrain-là. D'où l'idée, nous, effectivement, de créer ce média, Splend, qui a autant média qu'agence de presse, qui est avec un fonctionnement totalement indépendant, financé par des dons militants, pour justement être indépendant de ses pouvoirs économiques. Ah, parce que vous le précisez sur le site, Splend, c'est une ONG. Le principe d'une ONG, c'est d'être financé que par des fonds privés. Donc pour vous, c'est une manière de rester indépendant, comme vous l'expliquez. Mais j'imagine pas, parce que c'est précisé aussi sur votre site, ces fonds privés, vous avez aussi à cœur de les sélectionner. Oui, c'est-à-dire que quand on entend par fonds privés, oui, ça peut être éventuellement, on n'a pas fermé la porte à certaines fondations. Voilà, il y a des associations qui nous ont fait des dons, et puis on veut être clair et transparent là-dessus. Par contre, c'est quand même essentiellement des citoyens qui font des dons. Dans cette optique, il n'y a pas de subvention publique dans le modèle économique de Splend. Est-ce que vous pensez que le financement public peut saper un peu l'indépendance de Splend? Je ne sais pas, je pense que si on creusait la question, même à l'intérieur du comité éditorial, je ne sais pas si on serait tous du même avis. C'est une question compliquée. Ouais, c'est une question compliquée. Moi, j'ai pu le voir à côté, de par ma pratique dans le milieu associatif. Il y a quand même actuellement, de par la présence très importante des appels à projets, il y a quand même un balisage qui est fait des subventions publiques pour aller vers tel ou tel travaux plutôt que tel autre. Et clairement, là, des subventions publiques pour mener de l'enquête telle qu'on le fait, je ne suis pas sûr qu'elles existent. Et de fait, on préfère autant s'en passer, parce que quand bien même on pourrait garder une indépendance en pratique, ça jette aussi du doute ou du discrédit. Donc voilà, à l'heure actuelle, la ligne, c'est pas de subvention publique. En France, en Bretagne, est-ce qu'il existe, vous y avez peut-être déjà un petit peu répondu, mais est-ce qu'il existe déjà actuellement d'autres leviers pour financer des enquêtes comme ça au long cours? Pas à ma connaissance, il y a peut-être des bourses d'aide qui existent, mais vraiment au cas par cas. Moi, pour ma part, je me suis rapidement rendu compte dans ma pratique de documentariste, quand j'avais envie de creuser certains sujets, tout de suite, on se dit, ok, là, il y a peut-être matière à faire quelque chose, mais du coup, qui va le diffuser? Et très vite, on se rend compte qu'en fait, c'est compliqué, parce qu'il n'y a pas vraiment il y a très peu de place pour ça. Voilà. Comment va fonctionner ce plan? Comment vont être réalisées les enquêtes? Qui va les mener? Le fonctionnement, en fait, de Splend, c'est qu'il y a un comité éditorial composé donc de journalistes bénévoles, qui reçoit des demandes, des propositions, et qui travaille en collaboration avec des journalistes qui, eux, mènent les enquêtes. Et donc, le comité éditorial est là pour aider, driver un peu ces journalistes, et puis aussi, justement, pour faire ce travail de recherche
de partenaires après pour diffuser les enquêtes. En Bretagne, il y a un grand nombre de sujets sensibles, d'actualité. Comment vont être sélectionnés les sujets d'enquête? Est-ce que vous avez déjà des grandes thématiques sur lesquelles vous voulez vraiment travailler? Oui, l'idée, c'est déjà le point de départ, c'est qu'il n'y a pas de sujet tabou. Et puis, c'est justement plutôt de regarder du côté des angles morts. Donc effectivement, tout ce qui est des questions écologiques, la place de l'agro-industrie, thématiques environnementales, sociales, voilà, on est quand même voilà, ouvert à tout un tas de choses, hein. Mais l'idée, c'est quand même plutôt d'aller creuser, ouais, sur ces thématiques-là. Comment seront diffusées ensuite ces enquêtes? Déjà sur le site internet de Splend, et avec l'aide donc de partenaires, donc on a déjà Disclose qui nous parraine et qui relaiera nos travaux. Et puis aussi, c'est des partenariats qu'on noue avec d'autres médias. Ça peut être régionaux ou nationaux. Voilà, là on en a. Enfin voilà, on est en train de travailler là-dessus. Puis ça se fait en général au coup par coup en fonction des enquêtes et des sujets, quoi. Splend, là, il y a une dimension régionale. Vous parliez justement tout à l'heure de Disclose, qui est un peu basé sur le même principe, hein, des enquêtes d'investigation avec des financements privés, une volonté d'indépendance aussi dans le travail. Est-ce qu'il existe d'autres structures de ce type dans d'autres régions en France? À ma connaissance, on est les premiers à faire ça sur ce modèle-là. Après, je sais qu'il existe en Normandie ou ailleurs des journaux locaux ou il y a l'exemple aussi de Médiacité qui fait des choses intéressantes en allant creuser aussi un peu à la marge de ce qui se fait dans la PQR de manière générale. On n'est pas non plus seul dans ce cas-là. De fait, en Bretagne, nous, voilà, on ressentait vraiment un manque à se dire, ben oui, mais voilà, nos travaux, les questions qu'on a envie de creuser, qui va les diffuser et puis qui va aider. L'idée, c'est vraiment ça. Si on veut trouver des fonds, c'est qu'on rémunère des journalistes à leur juste valeur et on tient aussi à cette question-là, c'est-à-dire que le milieu journalistique est de plus en plus précaire et que grâce à cette précarité, il y a aussi tout un tas de questions qui ne sont pas posées. Parce que justement, il faut répondre à des impératifs de rentabilité. Et dès lors qu'on arrive à casser ce cercle de précarité, rentabilité, on peut, enfin nous, c'est vraiment ce qu'on espère, c'est faire un pas de côté et puis aller creuser sur hors des sentiers battus. On sait que l'investigation, l'enquête, c'est aussi malheureusement une prise de risque. Comment vous abordez cet aspect-là? Euh, Excellente question, parce que c'est vrai que la question se pose. Et justement, d'où l'intérêt d'un collectif. C'est-à-dire que les pressions dont vous parlez, quand vous avez une rédaction derrière, c'est la rédaction qui peut se retrouver au tribunal. C'est la rédaction qui va aller croiser le fer avec l'industriel. Très clairement, quand vous vous retrouvez à l'inverse, journaliste indépendant, seul à un procès, c'est ce qui a failli arriver à Inès Léraud très récemment. L'industriel s'est débiné au dernier moment, mais c'est lourd. Donc là, c'est aussi l'intérêt d'y aller en collectif, c'est que voilà, c'est le collectif qui porte aussi la responsabilité de ce travail. Et du coup, ensemble, on est plus fort. La liberté de la presse, elle est précieuse, elle est fragile aussi. On recevait hier soir dans cette émission Gwen Potard, le directeur de la Carène, pour échanger sur l'article 25 de la loi de sécurité globale, qui prévoit, bon, je le rappelle rapidement, que les fonctionnaires de police puissent porter une arme en dehors de leur service dans des lieux accueillants du public, sans possibilité de se voir opposer un refus. Bon, ça, c'était le sujet d'hier. Mais la loi de sécurité globale, elle comporte aussi l'article 24 qui prévoit de sanctionner la diffusion de photos de fonctionnaires de police sur les réseaux sociaux. Quel regard vous portez sur cet article et plus généralement sur cette loi? C'est très grave. Clairement, Splend n'a pas pris part à ce mouvement parce on est tout nouveau, mais par contre, on a tous individuellement pris part aux manifestations contre cet article parce qu'effectivement, moi, il y a une phrase que je garde en tête, c'est il n'y a pas de démocratie sans contre-pouvoir. Et même si les journaux dévoilent parfois des choses qui déplaisent au pouvoir, il faut qu'ils puissent le faire. C'est indispensable au fonctionnement d'une démocratie. Et donc,
si on altère ce fonctionnement démocratique, on fait quand même un grand pas vers une société beaucoup plus sombre et beaucoup plus autoritaire. Et donc, tout ce qui va dans le sens d'une société plus autoritaire, voilà, je pense que le journaliste a pour mission de combattre ça. À Radio 1, on anime souvent des ateliers d'éducation aux médias. Et quand on y va, on a souvent sous le bras la carte de Acrimed, où on voit sur cette carte qui possède quoi dans les médias français. On parlait tout à l'heure de certains médias où finalement l'objectif de rentabilité peut parfois prendre le pas sur le sujet en lui-même, sur la fonction du journaliste. Mais comment vous pensez aussi que quand on voit cette carte justement et qui possède ces médias-là, comment vous pensez que ça s'illustre concrètement dans les rédactions et notamment en ce qui concerne les enquêtes au long cours? Concrètement, après, moi, je ne suis pas dans le secret des dieux où je peux juste constater qu'effectivement, quand Dassault a des problèmes avec la justice, Le Figaro a beaucoup de mal à évoquer les problèmes de justice avec son actionnaire et que les exemples sont quand même assez nombreux. On voit aussi ce qui se passe d'un point de vue idéologique avec Bolloré et Canal+. Après, je ne sais pas dans quelle mesure, dans ces rédactions-là, ça peut être un poids. Et je sais aussi que dans toutes les rédactions, il y a des journalistes qui se battent pour faire les choses le plus honnêtement possible et aller parfois à l'encontre des actionnaires ou voilà. D'ailleurs, cette union autour de l'article 24 de la part de tous les journalistes, ça allait voilà, du Figaro à l'UMA, ils étaient tous dans la rue. C'est bien la preuve qu'il y a aussi des valeurs partagées par tous en termes de recherche de la vérité. Une large place aujourd'hui est laissée sur la scène médiatique aux éditorialistes, aux médias d'opinion. Les frontières, elles sont un peu brouillées des fois entre éditorialistes, journalistes. Pour vous, c'est quoi le risque pour l'information et pour le journalisme ? C'est vrai qu'on a un peu tendance, de fait, avec cette place donnée aux éditorialistes, à la petite phrase, à la punchline, à oublier le principal qui sont les faits et l'étude des faits. Et puis ça donne, de manière générale, nous c'est pour ça aussi qu'à Splend, on tient à ce fonctionnement collectif et démocratique. C'est que quand même dans beaucoup de rédactions, vous verrez quand même ce souci-là justement d'un éditorialiste qui prend toute la lumière et d'une manière qui n'est pas forcément plus représentative de la rédaction. Et donc on aime autant éviter aussi cette mise en avant de telle ou telle personne. Et voilà, une organisation collective et démocratique permet aussi d'éviter trop d'intérêt ou le fait de se centrer vers telle ou telle personne, quoi. Mais est-ce qu'au niveau de la perception que le public peut avoir de la fonction de journaliste, justement par le biais de ce type de représentation dans les médias, c'est finalement aussi important de proposer un journalisme d'enquête et d'investigation, de ramener la fonction de journaliste à ce qu'elle doit être aussi, donc un objectif d'honnêteté, d'enquête, de fait, justement parce que peut-être elle n'est plus assez présente dans la scène médiatique. Ah bah oui, non mais c'est clair qu'après, en termes d'image, pour les gens quand on ne connaît pas vraiment le monde des médias de l'intérieur, c'est de voir des éditorialistes qui gagnent plus que très bien leur vie, donner des leçons aux gens qui touchent le RSA, c'est quand même assez lamentable. Et que du coup, alors que la réalité de la profession, elle est tout autre. C'est-à-dire qu'il y a une très grande précarité dans le journalisme et il y a énormément de gens. C'est vraiment un métier où les gens s'investissent au départ par passion pour donner du sens. Voilà, donner du sens aux faits et qui se retrouvent en pratique bien souvent avec un énorme décalage entre le sens qu'ils voulaient donner à leur métier et la réalité de leur métier. Après, c'est ce qui arrive aussi aux profs, c'est ce qui arrive dans tout un tas de professions, hein. Les journalistes ne sont pas les seuls, mais dans les faits, il y a quand même à la fois beaucoup de passion et beaucoup de précarité. Du coup, nous, le lancement de Splend, c'est vraiment ça. L'idée, c'est de redonner du sens, nous, à notre métier et d'essayer de sortir de cette précarité et de garder cette passion. Vous pensez que Splend, c'est aussi le reflet de ce que vous décrivez là, de journalistes qui ont envie à un moment donné de redonner du sens à leur métier? Parce que je pense à d'autres initiatives qui se sont montées, on diffuse régulièrement Radio Parleur. Vous pensez que c'est un modèle qu'on va retrouver de plus en plus dans les mois, les années à venir? Je pense, oui. Après, ça dépend
aussi que grands médias et de voir comment ils vont évoluer. Mais c'est vrai que le poids de certains actionnaires sur certains médias laisse aussi penser qu'à côté de ça, il y a quand même un besoin vital d'une autre information et qu'en même temps, cette autre information, elle ne peut pas être faite n'importe comment, par n'importe qui, dans n'importe quelle condition. Sinon, c'est aussi la porte ouverte voilà, à des contre-vérités, à de la fake news, voilà. Donc, le meilleur remède à ça, c'est effectivement de prendre son temps, de bien faire les choses, de pas faire de course au clic ou voilà, ce genre de choses. Et du coup, oui, nous, on est vraiment là pour ça. Christine Falaron, merci. Merci à vous. Et puis du coup, je peux quand même inviter les gens à aller faire un tour sur le site voilà, splend.org, déjà voilà, pour voir un peu plus en détail ce qu'on propose. Pour le moment, il n'y a pas d'enquête, mais voilà, il y a quand même les grandes intentions. Et puis il y a un financement participatif qui est en cours, voilà, pour si vous avez un tonton qui ne sait pas quoi faire de son argent, n'hésitez pas à lui en parler. Splend, la première ONG d'enquête journalistique en Bretagne. Nous remercions une nouvelle fois Christine Falaron, documentariste et membre du comité éditorial de Splend, d'être venue en discuter avec nous. Vous pouvez soutenir l'initiative en participant à leur campagne de dons. Rendez-vous sur le site splend.org.